Le temps, petit à petit, enlève les couches et enlève l'inutile. Quand tu arrives au cœur, tu te rends compte de ce qui est important. Et je crois qu'à un moment donné, tu es obligé de te poser les bonnes questions. Moi, je trouve que dans mon activité, il y a vraiment une question qui est importante pour moi. Je veux pas de fuite en avant permanente. Ce qui est fou, c'est que tu peux aussi créer le désir en disant non. Mais je crois que surtout, c'est comme ça que tu deviens maître de ta vie. Si jamais je veux pas être remplacé, il faut que j'amène de la plus-value. Ce qui compte, c'est que les gens soient bien soignés, c'est de la médecine. Ils sont maîtres de leur vie, ils sont architectes de leur vie. Et j'épouse vraiment à ça. Dire si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Bonjour à tous et bienvenue dans Beyond the Smile, là où chaque invité nous ouvre les coulisses de son parcours, ses défis et sa vision pour révolutionner le secteur dentaire. Je suis Pierre-Antoine Dian, orthodontiste et entrepreneur passionné. Dans ce format, je vais à la rencontre d'hommes et de femmes qui osent, qui innovent et qui réinventent leur métier. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Nicolas Boissy, un praticien du sud de la France, qui nous ouvre les portes de son cabinet aujourd'hui. Alors vous allez voir, je vais vous décrire un petit peu son parcours. Il a fini 215e sur 214 places pour faire médecine. À une place, un chiffre qui aurait pu tout changer et qui a finalement tout déclenché. Car Nicolas Boissy n'a pas raté quelque chose, il a trouvé sa voie. Depuis, il a construit à La Ciotat, en bord de mer, un bâtiment qu'il a imaginé et financé avec son frère, 600 patients actifs et seulement 3 jours au fauteuil par semaine. Conférencier depuis 2015, baptême du feu international à Vienne devant 500 orthodontistes, tout en anglais, il est aujourd'hui l'une des voix les plus respectées de sa génération. Cofondateur également du Master IDEO avec son ami Serge Dahan, acteur clé d'OrthoUp, pionnier du monitoring dès 2016. Mais ce qui définit Nicolas mieux que tous ces chiffres, c'est une conviction profonde. La vraie réussite ne se mesure pas en euros ni en conférences données. Elle se mesure en présence, avec ses enfants, avec sa femme, avec les gens qui comptent vraiment. À 44 ans, il parle de milieu de vie, ce moment vertigineux où l'on comprend que le temps file plus vite que les ambitions et où l'on fait des vrais choix. Entrepreneuriat, innovation, équilibre, courage de dire non et une question qui traverse tout cet échange. Jusqu'où faut-il aller pour réussir et surtout à quel prix? Nicolas, merci beaucoup de nous recevoir ici. Comment tu vas? Ça va très bien Pierre-Antoine et je suis ravi de vous avoir ici. Je suis ravi de venir partager avec toi cette interview et très honoré parce que j'ai vu les gens que tu as eu avant et que des gens vraiment que j'admire, assez exceptionnels, que tu m'as fait découvrir pour certains. Et donc vraiment très honoré de faire partie de cette aventure. Bon bah écoute, moi en tout cas je suis ravi d'être ici, c'est un vrai plaisir. Et tu vas voir, on a un petit rituel dans Beyond the Smile puisque tu as écouté les extraits précédents, c'est que je challenge ChatGPT et je demande de décrire mon invité en 5 points clés. Je vais les lire, tu vas me dire si tu es en accord avec lui et puis on en discute après. Alors, tout d'abord, il me dit dentiste de terrain, ancré dans la réalité quotidienne du cabinet. Ensuite, approche entrepreneuriale du métier, orientée organisation et performance. Forte sensibilité à l'humain, aux patients comme à l'équipe. Curieux et engagé dans l'innovation et l'évolution de la profession. Et enfin, parcours authentique, discours franc et inspirant. C'est pas mal, non? Écoute, franchement, c'est drôle parce que effectivement, j'avais entendu que tu le faisais un peu à tout le monde. Tu t'es amusé à faire? Bah, je me suis amusé et je dois te dire qu'il y a quand même pas mal de ressemblances entre nous parce que forcément, je l'ai fait pour toi aussi. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ressortent, tu vois, sur parce que toi, tes mots, tu vois, c'était précis, pédagogue, structuré, moderne et bienveillant, tu vois. Et ça allait dans ce sens-là de dire, je crois que on est quand même une génération où on voit notre métier un petit peu autrement. Par la force des choses, moi, c'est vrai que je viens d'une famille plutôt où l'entreprise était quelque chose d'assez courant. Okay. Et donc, ils m'ont plutôt poussé et aidé parce que moi, je crois pas que c'était pas dans mes aspirations. Enfin, en tout cas, gêne, je sais pas, mais c'était pas ma force, quoi. Tu vois. Et je pense qu'au contact de mon père, de mon oncle, de mon frère, bref, de plusieurs personnes, j'ai pu progresser. Mais je crois qu'on est une génération où on l'est plus qu'avant, quoi. Ça, c'est indéniable, et où on cherche ce développement-là, mais quand même dans une notion, effectivement, je crois que ça nous parcourt un peu tous quand même d'humanité et de bienveillance. Et c'est un mot qui revient, tu vois, pour toi quand je l'ai cherché. C'est la première fois qu'on me challenge, hein, quand même. Eh ben, écoute, ouais, tu verras, il y a d'autres petites surprises. Mais et puis, je crois effectivement avec cette envie du digital, tu vois. Je crois que ça, on le partage complètement. Ouais.
et puis vouloir impacter. C'est pour ça qu'aussi Behind the Smile et j'ai créé Behind the Smile, c'est pouvoir partager. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté notre invitation parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous écoutent, qui veulent créer des choses, qui ont parfois peur de se lancer aussi. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui ont créé des beaux endroits. On a une vue qui est magnifique et de s'inspirer en fait et d'être inspirant. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours si tu veux bien. Je l'ai dit en introduction, à une place près finalement, tout aurait pu changer. Et raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ouais, en tout cas, tu as raison de dire que c'est un événement pour moi assez fondateur. Parce qu'effectivement, tu sais, tu as cette question souvent qui revient dans ton podcast de dire pourquoi l'orthodontie, comment t'en es arrivé là. Je crois que je suis arrivé là par un métier de soin, parce qu'au départ, je voulais faire médecine. Et donc, dans ce métier de médecin, tu as quand même cette quête de sens, cette envie de faire quelque chose pour les autres. Et je me suis pas le petit rêvé orthodontiste, tu vois. C'était peut-être moins développé. J'ai l'impression qu'on inspire quand même pas. Moi, j'ai quand même pas mal de patients aujourd'hui qui me disent je veux faire orthodontiste ou je fais assez rigolo. Mais en tout cas, c'est vrai que j'avais cette idée de faire médecine. Et comme tu l'as dit, ça a été une vraie déception pour moi parce que à une place, devant moi, la personne est partie en médecine et ça a été une vraie déception parce que je pensais y arriver. Ça a été une déception. Ce qui n'est pas évident non plus, je l'ai vu dans les yeux de mes parents. Je pense d'abord une déception, ils étaient déçus pour moi, parce qu'ils ont toujours été très bienveillants avec moi, mais je pense déçus aussi eux un petit peu, tu vois. Et en tous les cas, ce qui a fait quand même que je choisis dentaire, parce que c'était pas vraiment un trajet que j'avais prévu. Déjà, c'est des copains de mes parents qui sont médecins et qui ont dit à mes parents, mais en fait, c'est le meilleur truc qui pouvait lui arriver, quoi. Ils me disaient, moi, si j'ai des enfants, franchement, et qu'ils ont médecine, je leur dis, mais va en dentaire, tu vois. Donc, et puis, malgré tout, pendant toutes ces études, tu vois, ces 2 ans qui sont quand même compliqués, où tu travailles quand même, et je m'étais fait surtout de super potes. Et en fait, quasiment tous les potes que je m'étais fait ont eu dentaire. Et je me suis dit, je peux pas les quitter, quoi. Et donc, je vais tenter, tu vois. Et donc, je me vois la partie en dentaire. Et sûrement, au départ, plus investi, parce qu'en soi, c'était pas un vrai choix, tu vois, de faire, quoi. Plus investi dans la vie associative, que j'ai toujours fait. Et donc, très investi dans la corpo, très investi dans la vie universitaire. Mais assez rapidement, quand même, j'ai trouvé l'orthodontie. Et je crois que là, c'est devenu un choix. Et on en parlait en préparant avec Julie, que je remercie, parce que franchement, ça a été une discussion passionnante quand on a préparé ça. Et tu vois, souvent, c'est des questions qui te font réaliser des trucs. Et ben, Julie, elle a eu cette question de dire pourquoi un petit peu l'orthodontie, pourquoi. Et en fait, je pense qu'en y réfléchissant, moi, j'ai toujours été très... j'aimais bien les petits problèmes de maths, tu vois. Et moi, chaque patient, c'est une petite équation, tu vois, pour moi. Et je me dis souvent, tu vois, t'as le patient, il arrive, il a une malocclusion, il a une dysfonction, il a parfois des composantes génétiques. Et toi, il faut que tu deals avec la biomécanique, les appareils que tu vas utiliser, la coopération, là, tu vois, toutes ces petites inconnues. Tu vas faire en fonction du patient aussi, donc tout à fait. Et en fait, tu dois résoudre cette équation, tu vois. Et ça j'adore. Et en plus, je crois que la grande force de notre métier par rapport à plein d'autres spécialités médicales, c'est un peu le yin et le yang, quoi, l'orthodontie. Tu as une notion de yin, c'est du temps long. Parce que tu es obligé déjà de te poser, de prendre le temps pour faire un bon diagnostic, ça quel que soit le métier médical. Et moi, je suis très attaché à cette valeur médicale de notre métier. Mais l'idée, c'est d'avoir un résultat qui perdure dans le temps, tu vois. Et donc, tu as vraiment cette notion de temps. Et puis, en plus, tu as vraiment, tu vois, le temps de voir les patients, de les connaître. Et il n'y a pas longtemps, il y a un ado, ce fauteuil là-bas, là, ado bientôt adulte, tu vois, et qui venait, je sais plus, pour, je pense, regarder les dents de sagesse. Et il s'arrête, il me dit, vous savez que j'ai réalisé un truc, c'est que vous me connaissez depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai, exactement. Et tu vois tes patients, j'ai pas encore l'âge où les patients m'amènent leurs enfants, tu vois, mais ça arrivera. Mais ouais, on a de la chance d'avoir, tu vois, de pouvoir suivre le patient comme ça dans le temps. Et donc, tu as vraiment ce côté qui me plaît beaucoup. Et en même temps, le yang, c'est que c'est la course tous les jours. Tu arrives au cabinet le matin, même si j'ai pas un rythme non plus d'usine dans mon cabinet, je fais attention à le préserver. On va y revenir après. Néanmoins, tu es pris dans le flow, quoi, tu vois. Et en même temps, c'est ce qui le rend passionnant. C'est que tu es tout le temps dans une genre de course et un rythme un peu effréné. Et donc, voilà. Et quoi? Et donc, du coup, tu fais tes 5 années de dentisterie. C'est comme ça en France. Et après, quoi? Tu passes le concours. Et là, ça y est, tu es accepté. Ouais. Je pense qu'il y avait... Et tu vois, quand j'ai un peu fait une petite digression, mais quand tu me disais, en fait, là où ça a été fondateur, le fait d'avoir raté ces trucs, c'est que je pense que ça a été la première blessure, tu sais, la première blessure personnelle. Et je me suis dit, il faut que je me rattrape, quoi. Et donc, quand j'ai décidé de faire ortho, et ben là, il fallait que je l'aie. Et donc, pour le coup, je m'y suis mis. C'était un goal. Ouais, c'était un goal. C'était un goal. Et puis surtout qu'il y avait, tu sais, mais à l'inverse, je le regrette pas. Mais 2e, 3e année, j'en ai quand même bien profité.
Je me suis fait une super bande de copains et qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Mais c'est vrai t'as cette chance de pouvoir vivre les choses assez intensément. Pas forcément exactement la façon dont mes parents pensaient que j'allais les vivre, tu vois. Mais du coup, je me suis vachement investi dans ce que je t'ai dit, dans le milieu associatif. Vraiment au début, comme je suis arrivé à la corpo au début, mais dès la seconde année, mais pour les organisations de soirées, de choses. Mais après, ça a pris un truc plus large et je me suis investi dans la vie universitaire plus administrative avec les profs, le doyen, là, tu vois. Mais donc, je me suis fait... j'ai beaucoup travaillé là-dedans, mais parfois pas assez les deuxième, troisième année, les cours, tu vois. Et donc, je pense que les profs, là aussi, ont une vision un peu de moi qui correspondait à ce que je leur montrais, mais qui n'est pas ce que je pensais de moi. Et donc, je pense que j'ai eu besoin, à un moment donné, de leur dire, en fait, maintenant qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, il faut que je vous montre ce que je vaux et ce que je... Et donc, je me suis vraiment investi dans l'ortho. Du coup, j'ai eu le concours primant. Et donc ici à Marseille, t'étais où À Marseille, ouais. Ok. Et t'es originaire d'où? Je suis originaire de là. Tu vois, de la baie que tu vois derrière toi. Et... Donc, en fait, t'es resté exactement. ici. Ouais, c'est un autre point, on pourra y revenir à un moment donné. Mais ouais, je suis resté là. D'accord. Et vraiment, je pense que l'ortho, ça a été une manière pour moi de rabattre un peu les cartes et de montrer, je pense qu'à un moment, tu as besoin de montrer ce que tu vaux, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Puis alors, c'est vrai qu'on te connaît aussi avec ton binôme favori qui est Serge Dahan. Tu l'as rencontré où pendant les études d'ortho? C'est à ce moment-là que vous vous êtes rencontrés? Ouais, on s'est rencontrés. Serge, lui, il venait de Montpellier, il était interne. On s'est retrouvés dans la même promo. C'est marrant parce que forcément, quand je pensais à cette interview, tu penses à des choses qu'il faut que tu dises, tu vois. Serge, je pensais y arriver différemment. Mais alors, du coup, je vais te le faire comme ça. Tu sais, je pense que j'ai autre chose qui a été assez fondateur pour moi, c'est que je suis sorti de la fac avec la certitude que j'avais eu un enseignement fabuleux, vraiment, mais en même temps avec la conscience que je n'avais que le début et que du coup j'avais tout le reste à apprendre. Ouais. Et honnêtement, je pense ça c'est le quand après. Tu sors, après, dès que tu sors de l'université, tu te dis en fait, mon bagage, je dois vraiment le... Exactement. Et puis en plus, je sais pas, sûrement toi c'est pareil, tu vois, mais forcément j'avais des modèles. Je ne peux pas te comparer à ça, mais j'ai des modèles en face de moi qui étaient vraiment forts. Ouais. Et quand tu les regardes, tu te dis, à la fois, tu les trouves très forts, et du coup, tu te dis, je suis tellement nul à côté, tu vois. Ouais. Et je me disais, mais parfois, tu vois, il suffit que le patient, il est dans mon cabinet, il fasse 1 heure de route, peu importe où il faut, mais d'aller vers ces gens que je trouvais incroyables, il sera mieux traité, tu vois. Et donc, c'est un peu déstabilisant. Et il y a 2 réponses à ça. Et c'est pour ça que je vais en venir à Serge, tu vas voir, mais... la première, c'est le gars qui était mon chef de service qui m'avait dit, mais en fait, on ne te demande pas d'être le meilleur du monde. Et le patient, tu n'as pas ce contrat avec lui, quoi. Ouais. Meilleur du monde, de toute façon, on n'a qu'un. Ouais. Hein. Mais ce que tu dois à ton patient, c'est d'être le meilleur de ce que tu peux être. Ouais. Et donc déjà, ça veut dire le meilleur quand il est là, c'est-à-dire d'être concentré sur lui. Et puis forcément, après, ça veut dire de t'upgrader, quoi, tu vois, de devenir meilleur. Et donc, il y a eu ce truc-là de me dire, il faut que je comprenne mieux, il faut que j'apprenne. Et donc, je suis parti faire beaucoup de formations dès la sortie de la fac. Et en fait, j'ai trouvé Serge, que je connaissais de mes études, à qui on s'est toujours bien entendu, mais je crois qu'on avait cette même volonté, et donc on a voyagé vraiment dans plein d'endroits, tous les deux, en petit couple, tu vois, on avait les mêmes, beaucoup de... C'est là où est vraiment né ce binôme. Et voilà, et c'est là où je venais de dire de ça, c'est que tu sais, dans la vie, tu as des bonnes leçons, quoi, et moi au début, je suis parti faire ces formations pour devenir meilleur dans ma pratique, et honnêtement, je pense que avec le recul, ce premier niveau, il a été bien parce que ça m'a permis de m'améliorer. Alors, il faut du temps pour que tu comprennes. Parfois, franchement, il y a des trucs, je te promets, il y a certaines formations, j'ai rien compris. Je me rappelle une formation, j'étais à New York, on voyait Léon Verhagen. Je disais à Serge, je prends des photos parce que plus tard, je comprendrai. Mais je prenais toutes ces slides en photo, mais je fais, mais là, honnêtement, je comprends rien à ce qu'il me raconte. Tu vois, donc, mais petit à petit, quand même, tu comprends. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça le plus important. Le plus important, il y avait déjà un deuxième niveau, c'était de dire qu'en fait, à côté, il y avait plein de trucs annexes que j'avais pas vus. Et en fait, qui m'ont encore plus apporté que juste l'objet de la formation. Et c'est dans des voyages, c'est la même chose, hein, et tu vois. Mais par exemple, aux États-Unis, il y a eu tout ce côté sur la vision des développements des cabinets, sur la prestation de services, sur la vision très entrepreneuriale, presque plus importante que le soin, tu vois, moi qui m'avait choqué en tant que Français, où on t'apprend à soigner. Et tu vois, un truc tout bête, on sort du master cohip avec Malagone et Pedro, mais avec Serge. Et ma femme, Clémence, elle en parle souvent de ça. Malagone, il a dit une phrase. Je suis même pas sûr qu'il ait fait exprès, que c'était un truc au détour. Mais je suis que cette phrase, elle a changé ma vision de plein de trucs. Et Clem, ma femme, me dit, mais tu es rentré, t'étais un bulldozer, quoi. C'est quoi cette phrase? En plus, tu sais quoi? Vraiment un truc vraiment bête. Mais il y a un moment donné, Malagone, il parlait un peu sûrement des prix qu'il faisait, de comment il soignait, tu vois. Et il y a quelqu'un qui avait dû lui demander combien de fois il voyait le patient, comment il le recevait, comment.
Et Malagon, il avait dit, mais les patients, ils viennent pas pour boire un café avec moi, quoi. Les patients, ils viennent parce que je veux leur garantir un résultat qui est reproductible. Et je suis pas là pour faire des causettes, tu vois. Et en fait, je me suis dit, nous, on a quand même ce réflexe dans les cabinets français de dire, en gros, on facture presque un temps, tu sais, on te dit, au semestre, il faut que tu vois le patient de temps, et c'est le truc avec DM. Quand les gens me disent, bah non, mais si je vois pas le patient tous les mois et demi. Et en fait, il y a vraiment ce truc de me dire, mais en fait, c'est pas ça, que c'est pas un temps passé avec eux que tu garantis à tes patients. C'est la fiabilité d'un résultat. C'est de dire, et donc, il faut que tu structures ton cabinet pour reproduire cette fiabilité, quel que soit le patient, tu vois. Mais c'est bête de dire ça. Mais moi, c'est à ce moment-là que j'en ai pris conscience. Et j'ai dit à Serge, mais tu vois, cette phrase, bah, elle vaut tout l'argent que j'ai mis dans le coïp largement, plus que même ce que j'ai appris sur les aligneurs et parce que ça m'a permis, dès que je suis arrivé au cabinet, de démarrer un petit peu. Ouais, exactement. Mais, donc, tu vois, voilà, il y a plein de trucs que tu apprends sans être conscient que tu l'apprends. En tout cas, tu viens pas pour apprendre ça. Mais j'ai eu ce deuxième niveau de lecture de dire quand c'est dans ces formations, j'ai appris d'autres choses. Mais en fait, là où je voulais en venir, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, ça fait quelque temps maintenant que que j'ai vécu ça. Mais avec le temps, je crois que même ça, c'est pas important. Et en fait, le seul truc qui est important dans ces années de formation que j'ai faites, justement, bah, c'est que ça m'a permis de gagner une super amitié. Et je crois, tu sais, le temps que tu passes avec les gens est important. Et avec Serge, bah, ça a permis de construire cette amitié, construire cette confiance quand tu partages comme ça du temps, une vision avec quelqu'un. Et je pense que, tu vois, dans quelques années, il restera vraiment que ça. C'est-à-dire que le fait de savoir si j'étais bon ou pas, on s'en fiche. Le fait de savoir comment gérer mon cabinet, on s'en fiche. Je crois que, et c'est vraiment le moteur de ma vie, moi, de dire le seul truc qui vaut dans ta vie, c'est ce que tu construis dans l'humain, ce que tu construis avec les gens. Et du coup, ouais, tu disais milieu de vie, mais pourtant, j'espère être pas trop vieux quand même, tu vois, si tu veux. Je me trouve pas vieux en tout cas. Mais en tout cas, je suis à un âge où, ouais, j'ai conscience du temps. Et je me disais, c'est un peu, en y pensant, c'est la métaphore de l'oignon. En fait, je crois que le temps, petit à petit, enlève les couches et enlève l'inutile. Et en fait, quand tu arrives au cœur, petit à petit, exactement, quand tu arrives au cœur, tu te rends compte de ce qui est important. Et c'est vrai que je crois que tu te trompes pas trop quand tu privilégies les rapports humains dans ce que tu fais, quoi. Après, voilà, ça se voit. Pour ceux qui te connaissent, c'est vrai que tu es très tourné sur l'humain. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu partages là avec cette relation. Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît cette histoire avec Serge, comment ça s'est construit. C'est vrai qu'on vous voit sur la scène souvent à faire les rigolos parce que voilà, aujourd'hui, c'est un peu votre marque de fabrique et c'est top parce que je trouve que vous avez créé quelque chose de très, très fort. Mais derrière ça, en fait, finalement, c'est pas que du bling bling, c'est aussi une vraie amitié profonde. Vous construisez des choses ensemble. Et en fait, et c'est là où je veux en venir, c'est que Serge a aussi un cabinet pas très loin d'ici. On pourrait se dire, oui, tiens, il y a la concurrence, les machins. Et en fait, pas du tout. Vous avez construit une vision, comme tu l'as dit. Et c'est ça qui est très, très fort. Alors, c'est vrai que tu as beaucoup conférencé. On sait quand on t'écoute de parler de ça, il y a la volonté, comme tu l'as dit, de transmettre, de rencontrer aussi des gens. À quel moment tu t'es dit, je vais arrêter de prouver certaines choses? Est-ce que tu te dis, bah voilà, maintenant ce que je fais, c'est pas forcément que pour les autres, c'est aussi pour moi. Justement, tu as parlé de cette milieu de vie, de ces qualités de vie. Quel était le déclencheur de ça? Je crois que, effectivement, en tout cas, quand tu prends le temps de faire ça, forcément, t'as cette volonté de transmettre, comme tu l'as dit. Je crois qu'on a envie de. Tu vois, moi, j'ai commencé assistant à la fac. J'avais créé une asso pour faire des formations sur la chir et sur l'ortho. Enfin bref, t'as vraiment cette envie de transmettre. Je pense que ça, c'est le beau côté de l'histoire. C'est pas que c'est pas un beau côté le reste, mais je pense quand même que t'as aussi peut-être des choses à prouver. Moi, je pense que j'avais des choses à prouver, comme tu l'as dit. Alors, c'était peut-être des reliquats de ce dont on a parlé avant, tu vois. Mais je crois que j'avais besoin de me mettre un peu en danger parce que parfois, les gens s'en rendent pas complètement compte. Mais c'est quand même une mise en danger de monter sur scène, de montrer tes cas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu montes ton travail. On sait parfois des choses, ça peut être très bienveillant. Et on pourra en parler. Le but, moi, c'est de m'entourer globalement quand même de bienveillance, mais sans que je veux qu'on me dise la vérité. Mais et puis tu peux te sentir jugé aussi par ceux qui t'écoutent et dire maintenant c'est qui ce jeune qui vient me montrer des cas. Donc voilà, tu as ça, mais du coup tu as besoin peut-être de te prouver quelque chose. Et puis après, le truc là où assez vite ça m'est arrivé, le fait de voyager pas mal et de faire pas mal de conférences ailleurs, bah, j'ai vu, tu sais, j'essaye d'observer quand même le plus possible les choses. J'ai vu des parcours de vie qui me semblaient être pas forcément ceux que je voulais pour moi. Et assez vite, j'ai eu conscience du prix
si tu voulais vraiment monter, tu vois, du prix que ça allait demander. Et en tout cas, peut-être du risque que ça demandait, en temps, en investissement de temps, le fait de partir souvent de chez soi, le fait, tu vois, pour ta famille, pour tes enfants. Et je crois qu'à un moment donné, tu es obligé de te poser les bonnes questions. Tu es obligé de te poser... moi, je trouve que dans mon activité, il y a vraiment une question qui est importante pour moi. Je veux pas de fuite en avant permanente. C'est de me dire, en fait, quels sont mes objectifs, à quel moment j'ai atteint une partie de cet objectif et du coup, ça veut dire que je peux commencer à structurer autour. Et dans les formations, ça a été quand même ça, de me dire, au moins, j'ai eu conscience qu'il fallait que je dise non à certaines choses parce que sinon, ça allait me prendre trop de temps et ça allait prendre des choses sur... on pourra en parler tout à l'heure, mais j'ai une définition des temps, je t'expliquerai tout à l'heure, qui est importante. Et finalement... aujourd'hui, le seul truc qui vaille, c'est de me dire qu'est-ce qui m'amuse, qu'est-ce qui m'excite intellectuellement, qu'est-ce que tu vois. Et je crois que quand tu prends du temps sur des choses précieuses comme le temps de ta famille, par exemple, ça veut dire que je crois quand même que pour être quelqu'un d'équilibré dans ta vie, il n'y a pas que faire plaisir aux gens autour de toi. Je pense que toi-même, il faut quand même que tu prennes du plaisir dans ta vie. Et voilà. Et moi, je sais que j'en parlais avec Philippe Vandenberg, qui est une autre personne professionnelle, que j'ai rencontrée par le professionnel très cher pour moi. Mais si tu veux, dans le métier de formateur et de conférence, il y a un truc dont je suis persuadé, c'est que je pense que j'ai des facilités dans ce domaine-là pour m'exprimer, tu vois. Et donc c'est important, tu sais, d'être dans un endroit qui te semble être assez bien, tu vois, où tu peux apporter quelque chose, quoi, voilà. Et donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est de me dire, je vais dans les endroits qui me plaisent, je vais dans les endroits où intellectuellement j'y trouve quelque chose, et ça me permet de m'équilibrer. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à dire non à certaines choses, du coup ? Ouais, carrément. Ouais. Chose qu'avant, tu avais peut-être plus du mal ? Oui, j'avais plus du mal parce que tu as l'impression que quand tu refuses déjà, tu perds. Et puis, je crois que dans ta vie, tu apprends que dire non, c'est quelque chose d'important. Mais tu sais, moi, le premier exemple pour le cabinet, c'était Skander. À un moment donné où j'essaie de structurer mon cabinet, je vais voir Skander. Et Skander, je vois, je sais pas, le mercredi, à l'époque, il fermait à 4h l'après-midi ou 5h, il travaillait. Je dis, mais Skander, mais comment tu fais ? Il dit, mais attends, tu fermes. Il me dit, les patients, t'inquiète pas, ils partiront pas, hein. Ils vont rester avec toi. Et il me dit, mais apprends à imposer tes règles, tu vois. Et tu sais, Skander, il y a une phrase que j'ai toujours gardée de lui, c'est be the master, not the tool, quoi. Vraiment. Et en fait, je crois que c'est quand même ça. C'est-à-dire, dire non, c'est pas une preuve de faiblesse, c'est pas, les gens vont pas se mettre contre toi, c'est juste d'affirmer un petit peu ce que t'es. Et encore une fois, t'apprends, en plus, ce qui est fou, c'est que tu peux aussi créer le désir en disant non. Ça, c'est un truc, c'est aussi une force, mais je crois que surtout, c'est comme ça que tu deviens maître de ta vie, tu vois. Alors revenons un petit peu maintenant sur ton cabinet qui est vraiment magnifique. Tout a été construit sur un immeuble entier. C'était fait avec ton frère, comme on a pu en discuter tout à l'heure. C'était déjà une vision patrimoniale, c'était un projet avec ton frère. Comment ça s'est construit, ça, l'ouverture du cabinet ici ? Oui, ça a été même plus largement qu'avec mon frère, ça a été fait beaucoup avec mon père qui nous a beaucoup aidé dans le... c'est un projet familial ? C'est un projet familial. D'accord. Mon père a l'habitude de construire pas mal de choses. D'accord. Et donc c'est vrai que moi je cherchais à avoir un cabinet à La Ciotat parce que c'est une ville dans laquelle j'ai grandi où les gens sont plutôt sympas, le cadre de vie est cool, donc ça m'allait très bien de m'installer ici. Et quand on est assez tôt pendant mes études, moi il y a vraiment, dès que je suis rentré dans la formation française qui s'appelle le SEXMO, qui fait rigoler. Ça s'écrit CESCMO, quoi. Mais j'avais eu très tôt la volonté de vouloir ouvrir mon cabinet. Je voulais... Donc, déjà ta vision en dès sortant... c'est même pas en sortant, c'est en entrant. À partir du moment où j'ai réussi le SEXMO, j'ai dit à mon père, c'est bon, maintenant je sais que je vais être orthodontiste. Normalement, je vais sortir si je fais bien les choses. Donc, il faut qu'on pense à l'après. J'ai travaillé du coup dans plein de cabinets quand même. Et ce qui est parfait, c'est que ça m'a donné la vision de... Tu sais, dans un film de Cédric Lapie qui s'appelle Le Péril jeune, il y a un moment donné des jeunes qui parlent avec leur père et il dit on ne sait pas encore ce qu'on veut, mais on commence à savoir ce qu'on veut pas. Ouais. Et moi, il y a vraiment eu ça. C'est-à-dire que le fait de travailler dans plein d'autres endroits, je ne sais pas si j'ai su tout de suite ce que je voulais faire, mais j'ai su assez rapidement ce que je ne voulais pas faire. Et en tout cas, je voulais être maître du développement de mon cabinet. Et donc, j'ai cherché des terrains pour construire. Et puis, quand on est tombé sur celui-là, on a l'habitude de faire beaucoup de choses en famille. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit, voilà le projet, est-ce que tu es OK pour faire ça ? Et donc, on l'a fait ensemble. Mais effectivement, c'est certain que moi, l'équilibre familial, c'est quelque chose de fondateur pour moi. Enfin, on est très proches.
C'est peut-être aussi quelque chose de te rassurer aussi, de dire, OK, je vais créer quelque chose avec un cercle, finalement, comme tu l'as dit, le noyau dur. Et c'est peut-être plus facile que de se dire, OK, je vais trouver un associé éventuel pour pouvoir faire ce projet-là, peut-être aussi. C'est vrai, mais tu sais, en même temps, ce projet-là, il aurait dû déjà être fait avec un associé, initialement. Parce que le projet initial du cabinet, c'était pas le bâtiment, parce que le bâtiment, c'était avec mon frère, mais le cabinet, je devais le partager avec quelqu'un que tu connais, avec Romain Lepapé. Et que j'ai rencontré pendant mes études, qui est devenu un de mes meilleurs amis assez rapidement. Et en fait, on avait comme projet d'ouvrir le cabinet ensemble. Et lui, faisait son sexmo à Paris, moi ici. Mais sauf qu'entre-temps, du coup, il a fait une rencontre amoureuse qui l'a entraîné vers Strasbourg. Il a dévié de toi. Exactement. Et donc, du coup, ce projet est devenu un projet solitaire. Mais à la base, c'était tout à fait prêt. J'aime bien être seul, mais je crois que je suis plutôt un animal qui est fait pour être en groupe. Tu es quelqu'un qui partage beaucoup aussi. Ouais, donc ça m'allait très bien, tu vois, de faire ça à plusieurs. Et aujourd'hui, c'est pas un projet de dire, tiens, trouver. Alors, je sais que tu travailles avec ton épouse aussi. Est-ce que tu ne dirais pas à un moment donné, tiens, avoir un associé avec moi, faire grandir le cabinet Parce que souvent, c'est vrai, tous ceux qui nous écoutent, souvent, ils se sentent un peu seuls aussi à piloter un cabinet. Non, aujourd'hui, voilà, alors tu as plusieurs fauteuils, c'est pas non plus comme tu l'as dit une usine, mais ça demande quand même de gérer du recrutement, ça nécessite de gérer une équipe, de gérer un planning. Est-ce que parfois tu te dis pas, tiens, j'aurais dû peut-être m'associer plus tôt, ou même une envie dans le futur proche d'une association? Mais je crois que le cabinet un peu seul, il a une durée de vie limitée. Je crois que on voit bien comment c'est en train de se structurer. Donc bien sûr, je pense à ça, je pense surtout à l'évolution. Tu sais, je pense que la difficulté quand tu as un cabinet comme ici, c'est que ça repose beaucoup sur tes épaules, mais même par rapport aux patients, par rapport à l'image. Et je crois que si à un moment donné, tu veux un peu lever le pied, c'est pas mal qu'on sorte ton nom de ça et que en fait, le cabinet fonctionne par lui-même, tu vois. Donc je crois que c'est le but. Je crois que c'est le but de tout praticien qui commence aussi à se dire un jour... peut-être que si je veux arriver à transmettre le cabinet, ça veut dire qu'il faut transmettre aussi quelque chose qui a une valeur à plusieurs, tu vois. Donc, tu as tout à fait raison là-dessus. La seule difficulté pour moi, c'est le péché originel. C'est que pourquoi j'ai fait ça? C'est que j'avais envie un peu de contrôler les choses. Et je crois qu'on a tous, et on apprend, il faut que tu apprennes à déléguer, quoi. Et c'est dur. Mais maintenant, je le fais assez bien. Je fais beaucoup avec mes équipes. Tu vois, où j'ai une gestion très transversale de la gestion. Mais je crois qu'on se rejoint là-dessus parce que tes assistantes me disaient ça de toi. C'est un peu contacté quand même pour savoir comment tu gérais ça, tu vois. Et ça ressortait aussi. Non, mais il faudrait quand même que je me renseigne, tu vois. Mais c'est rigolo parce que non, mais il y a plein de trucs que je retrouvais, tu vois, où elle me disait que t'étais quelqu'un de très ouvert. Je veux pas mettre de nom, mais je pourrais te le dire en off. Mais il y en a une qui disait que tu mettais vraiment le bien-être de ton équipe, tu vois, souvent avant toute chose. Donc, une autre qui avait une vingtaine d'années d'expérience avant toi, elle me disait que tu avais une gestion justement très participative, tu vois. Donc, je crois qu'on a cette analyse-là de la gestion de nos équipes. Mais néanmoins, moi, ce que j'ai du mal un petit peu aujourd'hui à lâcher, c'est que mon cabinet, c'est un peu mon laboratoire. Et parfois, mes assistantes en rigolent, tu vois. Mais je peux te changer une grosse partie de l'organisation en une seule journée, en disant, je suis allé voir une formation, ça c'est génial, venons, on change tout demain, on achète ça, on fait ça. Aujourd'hui, je peux, tu vois. Et c'est vrai, on en parle souvent avec Serge de ça, de dire, tu commences à développer une structure avec plusieurs associés, perdre ça, c'est compliqué, quoi, tu vois. C'est ça que tu as peur de perdre finalement. Ouais, alors c'est bête, il faudrait, tu vois, mais voilà, la difficulté aujourd'hui de la balance, elle est là. Et ça va, parce que ça, c'est une vraie question, parce qu'il y a beaucoup de gens de la profession, orthodontistes, dentistes, peu importe, qui font des formations, qui ont du mal à implémenter, parce que souvent, ils engrangent, mais ils ont du mal à passer à l'action. Toi, tu dis, dès le lendemain, je peux tout changer. Tu n'as pas peur de perdre tes équipes, ou il faut juste trouver l'équilibre? Ou alors elles te connaissent par cœur? Je pense non, mais c'est un peu des deux. Je pense qu'elles te connaissent. Je pense qu'aussi, si elles sont dans un cabinet comme ça, c'est que c'est quand même des personnes qui aiment bien le challenge et qui aiment bien, tu sais, avant, alors maintenant, c'est quelqu'un qui est, j'en parlais justement aussi avec tes équipes, de dire ce qui est très, en fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est l'aventure humaine, tu l'as compris, dans les choses. Et je cherche pas en plus parce que sinon c'est compliqué. Mais moi, si tu me vends que mes assistantes, elles restent jusqu'à la fin de leur vie professionnelle avec moi, ça me va, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, on a une qui est partie il y a pas longtemps, mais qui était, c'est partie au niveau de la fin de sa vie professionnelle, tu vois.
Et elle me disait, elle avait fait du coup pas mal d'autres cabinets avant, et elle me disait, mais c'est génial parce que avec vous, on s'ennuie jamais, quoi. Et je crois qu'il y avait ça de dire, en fait, moi, j'aime bien que chaque année, ça soit une année différente, tu vois, et que je me dise, l'année dernière, c'était ça, l'année dernière. Et non, après, tu apprends quand même à essayer de pas être tout fou, tu vois, et de pas non plus tout changer d'un coup. Mais il faut quand même avoir cette curiosité. C'est ce qui maintient l'envie, quoi. Tu vois. On fait un métier passionnant, mais du coup, moi, j'ai besoin de mouvement. Et puis je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a aussi tout changer sans accompagner ses équipes et être présent et les accompagner pour faire ce changement-là. Et ça, je pense que c'est deux choses aussi complètement différentes parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui veulent tout changer, mais en gros, c'est fait et moi, je vous regarde faire. Mais exactement. Je pense que toi, tu es là à essayer aussi de leur montrer le mouvement. Et puis, elle t'aide, tu vois. Ouais. Moi, je suis souvent surpris parfois comme justement, quand on veut changer les choses, on se met autour d'une table et chacun apporte ses idées. Franchement, il y a plein de fois, elles ont des meilleures idées que moi, tu vois. Et t'es surpris et elle te tire un peu, tu sais, de temps en temps. Même elle me challenge, tu vois, il y a des trucs, je leur dis ça, mais j'y mets, en gros, non, mais on va pas assez loin, faut faire ça, faut faire, tu vois. Donc, mais ça, je pense que tu l'as quand tu as habitué tes équipes à être force de proposition. Et donc à les écouter. C'est-à-dire que si à un moment donné, tes équipes, tu écoutes jamais ce qu'elles disent et tu mets jamais en place, bah, elles vont se dire ça sert à rien, je dis rien. Quand tu leur montres que, en fait, quand elles ont des idées, tu le fais, c'est rigolo parce que elles t'aident et moi, parfois, vraiment, je suis surpris des propositions. Et alors justement, dès l'ouverture de ton cabinet, tu mets un max, je suppose, de technologie dans ton cabinet. On va parler un peu des nouvelles solutions digitales, dental monitoring, des choses comme ça. Tu as été un des précurseurs à ce niveau-là? Oui, encore une fois, j'aime pas trop les batailles, les classements, mais on avait vu avec Philippe Sala, il me semble, on avait fait une capture d'écran à l'époque. Ouais, c'était 2016, ou 2015, 2016, je sais plus, le premier cas. Début. Donc c'était début, ouais. Tout début. Ouais. Et oui, écoute, moi, forcément, je suis très technophile, et donc quand j'ai créé le cabinet, il y avait l'idée de travailler avec la technologie et j'étais content de faire un métier qui avait pris ce virage-là. Et qui du coup, une des choses que j'aimais dans la technologie pouvait implémenter mon activité, pouvait la rendre meilleure. Mais il y avait aussi l'idée, ça c'est le gars qui me l'avait transmise quand j'ai ouvert le cabinet, tu sais, je m'étais posé la question du degré d'investissement que je devais mettre au départ. Tu vois, est-ce que tu achètes tout de suite les scans, les radios, les trucs parce que c'est un investissement, tu vois, en plus il y avait la construction du bâtiment et en plus ce que je t'ai pas dit, c'est que le bâtiment était un peu compliqué et long à construire parce que tu n'es pas loin de la mer premièrement, pas loin d'un bâtiment classé. Si vous visitez la Ciotat, je sais pas si on peut regarder la caméra mais c'est pas grave. Si vous visitez la Ciotat, allez-y, juste à côté derrière là, tu as l'Éden qui est le premier cinéma au monde. Tu vois, les frères Lumière ont tourné l'entrée du train en gare de la Ciotat, donc à la gare de la Ciotat, et ils l'ont projeté à l'Éden qui est donc devenu le premier cinéma au monde, donc bâtiment classé, 10 bâtiments de France. Un permis un peu long. Et donc, entre-temps, je voulais m'installer quand même. Donc, j'ai créé un premier cabinet en même temps que je construisais celui-là. Tu vois, Donc, il y avait quand même pas mal d'investissements et je me posais la question de savoir comment j'organisais ce premier cabinet. Et le gars m'avait dit à l'époque, un conseil que j'ai trouvé assez bon, en fait, tu vas définir ton image très vite. Donc, si tu veux habituer tes patients à un certain standing, à une certaine prise en charge, je crois qu'il faut que tout de suite, tu es le cabinet, en gros, presque de tes rêves, tu vois, avec l'investissement que tu veux. Et donc, je me suis dit, allez, allons-y. Et j'ai presque tout pris tout de suite, quoi. Après, avec les nouvelles technologies, il y a des choses qui n'étaient pas encore là, mais Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles, justement, les outils presque indispensables pour toi de la technologie à avoir dans un cabinet d'orthodontie, notamment, ce serait quoi? Je crois que c'est quand même... Où tu dis aujourd'hui, je pourrais pas m'en passer. Ouais. Forcément, en tout cas, j'allais dire la base pour moi c'est sûr que mais je crois que beaucoup de cabinets orthodontiques sont équipés, l'empreinte, tu vois, la photographie d'empreinte 3D ou le scan d'empreinte optique, comme tu veux, ça c'est assez obligatoire. Je crois que le suivi par monitoring, moi, me permet d'avoir une tranquillité d'esprit sur la surveillance de mes patients, sur encore une fois, un suivi vraiment, pour moi, de bien meilleure qualité. On pourra en parler pour plein de raisons. Donc ça, c'est assez obligatoire pour moi aussi. Je crois que le Conbim est devenu obligatoire, même si on est très réglementé en France. Donc, il faut faire attention aux indications. Mais malgré tout, m'apporte des précisions que je n'avais pas avant. Et ça a été vraiment une des sources d'évolution importantes, moi, ces 2 dernières années, sur le comprendre un petit peu, l'analyse de ça. Donc, je crois que ces technologies sont hyper importantes. Maintenant, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à répondre à ta question. Je crois qu'il ne faut pas...
ça reste des outils. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien Et sûr. moi, ce qui est très important, ce qui définit plus mon métier même que l'utilisation de tel ou tel outil, Ouais. c'est la vision médicale. C'est-à-dire, L'indication, quoi. c'est l'indication, mais de dire, tu vois, peut-être que ça revient au fait, ce truc de 215 ou 214, Ouais. j'en sais rien, du fait que je voulais à la base faire des études de médecine, mais mon métier, c'est d'être diagnosticien, c'est faire du diagnostic, et c'est d'abord la vision médicale du patient. Et je crois que même si la technologie nous aide, tu vois, il y a le TISAD, il y a plein de, aujourd'hui, il y a l'analyse musculaire, il y a ce que fait Romain avec le neuromusculaire, c'est super. Enfin, il y a plein d'outils qui nous aident, mais notre métier, le cœur de notre métier, il est là. Et les outils ne sont que des outils. Et d'abord, c'est notre réflexion qui est importante. Ouais, ça doit pas venir remplacer le praticien, ça va venir au contraire l'aider. Exactement. Et du coup, ça serait quoi, c'est quoi le filtre pour toi pour dire j'adopte une nouvelle tech ou je l'adopte pas? Est-ce que tu te mets un filtre? Tu dis que tu étais un des précurseurs, notamment avec VM, qui n'était pas forcément abouti. À quel moment toi, tu dis ok, j'y crois ou j'y crois moi? Je pense que ça dépend effectivement à quel moment tu adoptes les outils, et puis ça dépend de ton histoire. En fait, pour l'adopter, il faut comprendre comment l'utiliser. Mais après, c'est pour ça que c'est dur de répondre à ta question. C'est-à-dire qu'avec Serge, on teste tellement tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que franchement, dès qu'il y a un truc qui sort, on l'achète, tu vois. Et en même temps, on a des placards remplis de trucs qu'on n'utilise plus. Mais ça fait partie de ce qu'on aime. Et ce qui permet aussi de pouvoir aussi promouvoir certaines choses ou non. Voilà, on dit tu fais beaucoup de conférences, de choses comme ça. Si les gens viennent t'écouter aussi, c'est peut-être ce que tu as essuyé, comme tu dis, les pots cassés, comme on Exactement. dit. Et puis, voilà. Très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur cet équilibre. On l'a dit tout à l'heure, tu vis avec ton épouse, oui, et tu travailles surtout avec ton épouse. Comment vous arrivez à gérer ça au quotidien? Bah, super bien. Super bien. Je crois que là aussi, c'est un peu le temps, tu vois, quand on s'est marié avec Clémence, on a chacun développé notre activité. Et je crois que moi, j'avais besoin de mon petit jardin secret, entre guillemets, avec mon cabinet, mes équipes, et puis après, tu vois, tu grandis et en tout cas, j'ai moins ressenti ce besoin d'écart. Et puis au contraire, quoi, comme je pense en plus Clémence, je pense qu'un homme et une femme aussi communiquent un peu différemment sur les choses. Clémence, je pense qu'elle avait aussi besoin pas mal de parler de son métier, de la façon dont elle travaille avec ses patients. Et puis moi, à un moment donné, je me suis dit, en fait, ce qui serait génial, c'est que quand elle me parle le soir de ses patients, ça soit les nôtres, quoi. Ça serait, moi, ça mettrait du piment en plus, tu vois. Et puis surtout, j'ai vu... Il y a eu, c'est toujours, tu sais, des petits chemins qui se rencontrent. Elle était moins à l'aise dans le cabinet dans lequel elle était. Et puis, moi, ça correspondait à un moment donné où je me disais, la paro est devenue essentielle à l'orthodontie, parce qu'on a beaucoup d'adultes, parce qu'on fait moins d'extraction, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ça serait génial si elle peut apporter beaucoup à ce cabinet, quoi. Et en fait, je me suis dit, là, maintenant, j'ai plutôt une envie que nos chemins se rejoignent, même professionnellement. Et c'est venu assez naturellement. Et ça demande des adaptations, tu vois, mais c'est une super équipe là. Et alors, on a parlé tout à l'heure un peu en off de tes enfants. Aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir travailler 3 jours semaine. Alors, c'est pas une chance, c'est un choix. Aujourd'hui, c'était un choix que tu avais en vision, ou est-ce que ça a toujours été comme ça, ou est-ce que ça s'est fait récemment, cet équilibre où tu dis, ok, je vais diminuer. Ça sert à rien d'aller à la chasse au cas, ou à être le plus de cas, le plus de tout, mais plutôt d'avoir cet équilibre-là avec tes enfants, avec ta femme. Je crois que... Alors, je fais toujours attention quand je dis 3 jours semaine, parce qu'en fait, on sait très bien que c'est pas vraiment... Disons que j'ai 3 jours patients, quoi. Oui, 3 jours patients. On sait très bien que surtout maintenant, avec la façon dont on a traité nos patients, tu as le fameux temps digital qui te prend quand même du temps, donc que j'ai quand même en général le lundi. J'ai aussi le côté formation qui me prend quand même du temps. Mais donc, c'est vrai que je veux pas faire non plus rêver les gens en disant j'ai 2 jours off toutes les semaines où je fais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est rigolo parce que je disais à Julie que ce matin, avant de venir ici, j'ai la chance d'avoir mes parents qui habitent pas très très loin et je suis très proche de mes parents. Et donc, je suis passé boire un café avec eux et je leur expliquais que tu allais venir au cabinet. Ma maman qui est toujours très bienveillante avec moi et en même temps qui me challenge quand même souvent. Je lui ai expliqué les précédents podcasts et elle me dit mais par rapport à ces gens-là, qu'est-ce que tu peux apporter toi ? Et je lui racontais, à mon avis, là où il y avait des similitudes et là où il y avait sûrement des différences. Et effectivement, on parlait de cet équilibre. Et je lui parle de ça. Et elle me dit, mais c'est drôle parce que, en fait, depuis tout petit, tu as cette notion-là. Et j'ai eu un exemple de mon père qui, une génération un peu différente, mais pour qui le travail et la quantité de travail était quand même toujours importante. Et du coup, que je voyais pas tout le temps non plus, mais par contre, qui quand il était avec nous, était très présent. Donc, j'ai très vite compris que la qualité du temps était importante. Mais n'empêche que
assez rapidement, quand même, j'ai eu un modèle un peu différent. Et c'est vrai que moi, cette idée de me dire, ma vie professionnelle, elle doit être hyper importante pour moi parce que c'est ce qui me procure beaucoup de plaisir. Elle est vraiment pas, c'est pas ma vie principale. Et donc, ma vie principale, c'est celle humaine et en priorité, mon épouse et mes 3 enfants. Et donc ça, il faut y faire attention. Et donc, c'est vrai qu'assez vite, je me suis dit, quand le cabinet a commencé à se remplir, quand les formations ont pris du temps, c'est ce que je t'ai dit, il y a eu très rapidement cette notion de me dire à quel moment, pour toi, ce que tu as te va. Et donc, il va falloir du coup que maintenant, l'idée, c'est que tu as toujours envie d'aller un peu plus, tu vois. Mais organise-toi pour que ce un peu plus n'empiète pas sur ta vie personnelle. Alors ensuite, on a discuté aussi tout à l'heure, donc là tu parles de cet équilibre aussi, il y a des équilibres en amitié, ton réseau que tu t'es créé de professionnels, avec notamment OrthoUp, aujourd'hui ça te permet de pouvoir échanger librement et surtout pouvoir construire quelque chose de très solide avec tous les orthodontistes de France. Comment ça s'est créé, comment vous en êtes arrivé à là? Il y a 2 choses, il y a déjà la prise de conscience et je pense que tu l'as aussi de se dire qu'en fait, dans notre métier, seul, c'est compliqué. Et qu'en tout cas, en groupe, tu peux être force de persuasion, tu peux être à tout point de vue. Quand vous négociez seul, vous êtes rien. Enfin, vous êtes rien. C'est compliqué. Plus compliqué que si on est en groupe. Exactement. Et quand tu m'avais expliqué la négociation avec des groupes américains, j'ai très vite compris que la négociation allait être mieux si on était 100, 200 cabinets que si j'étais tout seul. Il y a eu l'idée aussi d'influence, de dire que je crois que tous les deux, on partage l'envie de faire évoluer notre métier. Et d'apporter en tout cas notre petite pierre à l'édifice, tu vois. Et c'est certain que face à des groupes avec qui on travaille, quand tu es tout seul à dire un truc, c'est pas la même chose que quand tu es 100 ou 200. Donc je crois qu'il y a eu très vite cette prise de conscience-là. Mais honnêtement, comme à chaque fois, c'est parti de rencontres, tu vois. C'est parti, moi, OrthoUp, c'est un voyage aux États-Unis avec Ormco. C'était à l'Insignia Academy, tu vois, ils voulaient montrer les usines d'Insignia. Et puis je tombe sur Fred Cordier, qui est là aussi. Et en fait, on passe 3 jours à discuter tous les deux. Enfin, c'était un coup de foudre amical. Il est plus âgé que moi, Fred, mais c'est un des fondateurs d'OrthoUp, tu vois, et qui me dit, ça serait génial qu'on a à peu près la même vision de notre métier, la même vision de l'entreprise de nos cabinets. Ça serait cool que tu viennes à OrthoUp. Je lui dis, ok. Et là, il était seul? Lui, il était seul? Ouais, il était seul au départ. Il a créé avec Jean-François Chazalon, mais qui devait venir là, mais qui a eu, 2 assistants qui ont démissionné en même temps. Un truc, et donc, il vient pas à ce voyage, mais je rencontre Fred. Et donc, je vais voir OrthoUp ce que c'est. J'y trouve un endroit qui me plaît beaucoup. Et donc, forcément, j'appelle Serge. Je dis, Serge, viens voir. Mon binôme. Exactement. Et donc, Serge me rejoint. Et en fait, tu vois, c'est quand les planètes s'alignent, quoi. Quand tu trouves un projet qui te motive intellectuellement parce que, justement, ça réunit la vision de ton métier. Enfin, moi, mon cabinet, comme tu l'as dit, au départ, je le crée, je suis seul, quoi. Donc, c'est quelque chose d'un peu solitaire. Là, j'ai une aventure en groupe, tu vois. Et en plus, sur lequel je peux avoir un impact, je peux aider dans le développement de notre métier, et puis avec des potes, quoi. Et donc, quand tu rencontres tout ça, c'est génial. Et tous ces gens-là sont devenus vraiment des amis chers à mon cœur. Et donc, quand tout ça est réuni, ça fait des belles histoires et des belles aventures, ça. Et comment tu vois un peu notre profession? Parce que là, du coup, vous dites, voilà, on a créé un réseau, parce que c'est vrai, on apprend aussi mieux en collectivité, voilà, tous ensemble, et on est plus fort, comme tu l'as dit. Comment tu vois l'avenir de notre métier? Ce qui est très compliqué aujourd'hui, je trouve, c'est que la technologie va vite. Et si tu veux, j'avais plus de certitude il y a 5 ou 10 ans que ce que j'en ai maintenant. Je crois qu'en tout cas, ce que tu peux faire, c'est regarder ce qu'il y a autour de toi et regarder les différents pays, par exemple. Et je crois que dans les modèles de cabinet aujourd'hui, effectivement, on voit que le milieu est en train de s'effacer. Je crois qu'en tous les cas, essayer d'aller toujours vers quelque chose qui privilégie la notion de qualité, la notion de service, la notion d'accompagnement humain, je pense que ça, même avec cette évolution technologique, l'homme aura besoin de ça. Parce que je pense que plus on va aller vers la technologie, plus on va être quand même rassuré par la prise en charge humaine, tu vois. Et justement, tu parles du côté humain. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui arrive dans tous les sens de partout. Pareil, comment tu vois les choses? Est-ce que au contraire, tu dis, ouais, ça va être des outils qui vont nous permettre de mieux soigner nos patients, ou au contraire, tu as peur que ça vienne remplacer? Alors, honnêtement, moi, j'ai aucun problème avec le fait d'être remplacé. Si jamais j'ai été remplacé, c'est que j'ai pas fait ce qu'il faut pour ne pas l'être, tu vois. Donc, à un moment donné, en fait, ce qui compte, c'est que les gens ils soient bien soignés.
Donc, si c'est pas par moi, mais qui doit être soigné par un robot parce que le robot les soigne mieux que moi, eh ben, tant mieux. Encore une fois, ce qui compte, c'est que les gens soient bien soignés. C'est de la médecine. Je suis pas là, on n'est pas là pour défendre, je suis pas corporatiste, tu vois. Maintenant, ce qui est certain, c'est que, si jamais je veux pas être remplacé, il faut que j'amène de la plus-value. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous fait mal avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on se rend compte que la plus-value dans le diagnostic, elle devient un peu de plus en plus limitée. Même ce qu'on pensait être l'apanage de l'esprit humain, c'est-à-dire l'empathie, ben on se rend compte que l'IA en a peut-être plus que nous parce que plus de temps, plus de, tu vois. Bon, mais je crois qu'en fait, j'en parlais avec Thomas Pélissard, qui est le développeur en partie de l'intelligence artificielle de Dental Monitoring, et donc ça m'intéressait d'avoir son avis, tu vois. Il me disait en fait, plus on va avancer dans l'IA, plus malgré tout les gens, ils vont avoir besoin de contact humain, et donc tous les métiers de service vont être hyper importants, tous les métiers. Et je crois qu'en fait, si notre cabinet, on le développe avec cette notion de prise en charge humaine on ne sera pas remplacé tout de suite. Ouais. Après, encore une fois, je te dis, on vit une époque assez vertigineuse. Et donc, franchement, il faut être bien malin pour se dire comment ça va évoluer. Mais on l'a tous, quoi. Enfin, moi, tu sais, dans mon cabinet, c'est ça. Je crois que quand tu appelles quelqu'un au téléphone, tu as envie d'avoir quelqu'un au bout de la ligne. Quand quelqu'un arrive, tu n'as pas envie d'avoir une machine en face de toi. Enfin, je crois que encore, on a quand même pour quelques temps où on a besoin de cet esprit humain. Et je crois que malgré tout, il faut l'apprendre aussi à nos enfants, à nos parents, à nos patients, il faut apprendre à cultiver les rapports humains. Aussi, c'est ça. Et il n'y a que ça qui nous remplacera pas. C'est ça. Et enfin, on va terminer avec un chapitre qui est important dans Beyond the Smile, parce qu'on parle énormément de jeunes. C'était justement voir, est-ce que tu n'as pas un conseil, en tout cas, est-ce que le Nicolas Boissy de maintenant, avec ses conseils, il serait quoi si aujourd'hui il devait repartir à zéro ? Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Ce qui est certain, c'est que je pense qu'aujourd'hui, je me garderais bien vraiment C'est dur de donner des conseils aux gens, parce que tu te rends compte qu'en fait, ton chemin, bah, il n'y en a eu qu'un seul, c'est le tien. Tu vois. Et même si tu as des routes annexes, je crois qu'on disait tout à l'heure, je crois que ce qui est important, c'est d'observer un petit peu. Mais malgré tout, même quand tu observes les gens autour de toi, tu observes avec ton prisme. Et par exemple, bah, tu vois, l'interview là, qu'on fait là, on l'a fait tous les deux. Franchement, je pense que tous les deux, on pourra dire que c'était très sympathique. En tout cas, moi, je le pense. Mais néanmoins, je suis sûr que si on nous demande notre avis à la fin, on aura tiré des choses différentes. Parce que chacun l'aura vu avec nos yeux, avec notre vécu. Et donc, c'est compliqué. Moi, le seul truc que je peux te répondre là-dedans, et c'est là où je voulais toujours répondre avec sincérité, ce que je peux te dire, c'est que moi, je transmets à mes enfants, parce que je crois que c'est là où tu es le plus vrai. Et en fait, pour en revenir, tu vois, au cœur du truc, quand je disais tout à l'heure, quand tu enlèves toutes les feuilles, moi, je dis à mes enfants, j'aimerais bien qu'ils comprennent qu'ils sont maîtres de leur vie, ils sont architectes de leur vie. Et c'est même pas ce que je pense moi, c'est pas ce que peuvent leur dire leurs profs, c'est pas. Et je les pousse vraiment à ça. Dire si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Je crois que malgré tout, en écoutant ce qu'il y a autour de toi, parce que je fais très attention au fait, à un moment donné, il faut pas se croire plus beau, faut pas se croire. Donc les conseils des gens sont très importants, mais à la fin, il faut que le décideur, ça soit toi. Et une fois que tu as compris ça, je crois que c'est vraiment un grand pouvoir, tu vois, qui te fait avancer dans ta vie. Moi, ça a toujours été mon moteur. Mais c'est Peter Parker qui disait ça, grand pouvoir, grande responsabilité. La responsabilité, c'est de comprendre aussi que du coup, bah, tu es responsable de tes décisions. Et c'est de pas aller chercher des responsables ailleurs dans la vie. On apprend de ses erreurs aussi. On apprend de ses erreurs, mais tu sais, le but d'un parent, c'est vraiment, je pense que tout parent, premier truc quand on demande ce que tu veux pour tes enfants, c'est qu'ils soient heureux. Et je crois qu'un des trucs, moi, qui m'a, en le comprenant, qui m'a rendu assez paisible dans ma vie, c'est d'accepter les choses, les décisions que j'avais prises, tu vois. Moi, j'ai eu toujours regret, tu vois, j'ai eu la chance de vivre dans un bel endroit, être dans un bel endroit, mais en même temps, je suis resté là, tu vois. Et mon épouse, par exemple, a vécu longtemps à l'étranger, en expat, et je m'étais toujours dit, bah, ça restera une amertume pour moi de ne pas l'avoir fait avec mes enfants. Mais je me disais, je fais pas le métier pour, tu vois, j'ai construit ce cabinet-là, c'est compliqué, je peux pas dire à mon patron, qui est moi-même, je pars 2 ans, et tu vois, et ça va en plus m'avancer dans mon métier, bref, je pouvais pas faire ça, et donc ça restait un regret, tu vois. Et en fait, Philippe Salam m'a fait comprendre que si je voulais, je pouvais. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, viens, tu travailles chez DEM pendant 2 ans en Australie et tout. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis vraiment confronté, on en a pas mal parlé avec mon épouse, on a vraiment été confronté à ce choix. Est-ce qu'on part 2 ans, est-ce que je lâche le cabinet, je mets en gérance et je l'ai pas fait pour différentes raisons, mais du coup, j'ai compris que c'était un choix. Et du coup, maintenant, je suis très en paix avec ça, tu vois. Et donc, voilà, je crois qu'il faut faire comprendre ça à ses enfants. Et puisque là, vous êtes au bord de la mer, vous voyez les bateaux, là, il y a un petit proverbe marin que j'aime bien, tu vois, qui dit l'endroit le plus sécuritaire pour un bateau, c'est le port. Mais finalement, la bonne question, c'est de dire, est-ce que le bateau il a été fait pour rester au port ? Et tu vois, en tant que papa,
Moi, j'ai envie que mes enfants ils restent au port très longtemps. Tu vois. Mais tu les élèves pas pour ça, quoi. Ouais. Tu leur fais des belles voiles pour aller voir au loin. Tu essaies de les rendre la coque solide. Et quand même, tu leur apprends cette curiosité pour aller le plus loin possible. Leur donner les bagages, surtout. Leur donner le bagage, leur donner l'envie, tu Ouais. vois. Et en même temps, j'espère, en leur faisant comprendre que le port, ça sera un endroit où ils seront toujours bien reçus, ils seront toujours, ils sont toujours bien. Donc, je crois que c'est ça la difficulté. Donc, voilà, moi, le seul conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de dire aux jeunes qui commencent, franchement, faites attention à ce que vous voulez, essayez de vous poser la question assez vite de quel est votre but dans la vie, comment vous pensez que vous allez être heureux dans votre vie et construire ça, et après vous donnez les moyens d'y aller. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Bah écoute, merci Nicolas pour cet échange, c'était franchement incroyable. Merci pour ta sincérité, merci pour tout ce partage que tu as pu nous donner aujourd'hui. Et en tout cas, on était ravis de faire cet échange avec toi. C'est partagé. Merci beaucoup à toi, à toute ton équipe. Et vraiment, je te remercie de ce moment parce que c'est vraiment un moment très agréable et c'est toujours une belle expérience de parler de ce qu'on aime, ce qui nous passionne et de notre évolution, de notre histoire, quoi. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous dis à très vite.